On aime bien imaginer son portefeuille crypto comme une sorte de forteresse numérique, vous savez, un truc imprenable. Mais, et s'il y avait une faille? Si toute cette forteresse, avec ses murs de cryptographie ultra solides, reposait en fait sur une seule petite porte dérobée. Une porte qui, une fois ouverte, donne accès à absolument tout. Allez, on regarde ça de plus près, on va trouver cette faille et surtout voir comment la refermer à double tour. Le truc avec la technologie blockchain, que ce soit Bitcoin, Ethereum ou autre, c'est que c'est incroyablement solide. Les protocoles en eux-mêmes sont quasi inviolables. Alors, on peut se demander, comment se fait-il qu'on entende parler de vol tout le temps? Eh bien, la réponse est assez simple en fait. L'attaque, elle ne vise jamais les murs de la forteresse. Elle vise le gardien de la clé. Et voilà le chiffre qui change tout. Selon les experts en cybersécurité, 90% des piratages de portefeuilles crypto ne viennent pas du tout d'une faiblesse de la blockchain. Non, non. Ils commencent tous, systématiquement, au même endroit. Une simple boîte mail compromise. C'est une statistique absolument vertigineuse. Et ça nous oblige à voir la sécurité sous un tout autre angle. Et c'est là qu'on tombe sur un paradoxe assez dingue. D'un côté, on a notre phrase de récupération de 24 mots. Pour la craquer, il faudrait une puissance de calcul qui n'existe tout simplement pas aujourd'hui. C'est un mur de granit, littéralement. Et de l'autre côté, on a un compte email, souvent protégé par un mot de passe qu'on réutilise partout et une sécurité, disons-le, assez moyenne. C'est une porte en bois. Entre le mur de granit et la porte en bois, à votre avis, que choisit le hacker? En fait, il faut arrêter de voir son adresse email comme un simple outil pour envoyer et recevoir des messages. C'est bien plus que ça. C'est la clé maîtresse de toute notre vie financière numérique. Et une fois qu'un pirate met la main sur cette clé, eh bien toutes les portes de la forteresse s'ouvrent, les unes après les autres. Parce qu'une fois qu'email est compromis, l'étendue des dégâts peut être colossale. Le pirate peut demander à réinitialiser les mots de passe sur Binance, sur Coinbase, partout. Il a accès à tout l'historique des transactions, donc il sait exactement ce qu'on possède. Il peut intercepter les fameux codes de confirmation à deux facteurs. Et pire encore, il peut retrouver les factures d'achat d'un ledger ou d'un trésor et préparer des attaques encore plus vicieuses et personnalisées. C'est simple, il a un contrôle quasi total. D'ailleurs, l'auteur de la source nous raconte une anecdote qui fait vraiment réfléchir. Il a reçu un email qui semblait venir tout droit de son fournisseur de portefeuille matériel. Le logo était parfait, le nom, le modèle de sa clé, tout y était. L'objet était bien stressant, activité suspecte détectée. Le seul truc qui l'a sauvé, son réflexe a été d'aller fouiller dans les détails techniques de l'email. Et là, il a vu que le certificat de l'expéditeur était un faux. C'est passé à ça. Et cette expérience l'a amené à cette conclusion, qui est une véritable règle d'or dans la crypto. Dans le monde de la finance décentralisée, la confiance est un luxe que l'on ne peut pas s'offrir. Chaque email, chaque message doit être traité comme une menace potentielle jusqu'à preuve du contraire. C'est un changement total de mentalité, mais c'est absolument essentiel pour survivre dans cet écosystème. On en arrive maintenant à l'erreur. L'erreur la plus courante, celle que presque tout le monde fait et qui est aussi la plus dévastatrice. Utiliser la même adresse email pour tout. Pour les réseaux sociaux, pour faire du shopping, et bien sûr, pour ses comptes de trading de crypto. C'est une pratique qui crée un risque énorme. Et voilà comment cette erreur se transforme en véritable catastrophe. Ça s'appelle une attaque par credential stuffing. Imaginez le scénario. Tout commence par une fuite de données sur un site qui n'a rien à voir, disons une petite boutique en ligne. Le couple email plus mot de passe se retrouve à vendre sur le dark web. Ensuite, des bots, des programmes automatiques, vont prendre cette liste et tester ces mêmes identifiants sur Binance, sur Kraken, sur toutes les plateformes crypto. Et si par malheur le mot de passe est le même, c'est jackpot pour le pirate. L'accès est immédiat. Bon, on a assez parlé des problèmes, ça fait un peu peur. Passons maintenant aux solutions, parce qu'il y en a. Comment on transforme ce maillon faible en un véritable mur d'acier? Voici une petite checklist claire et concrète pour blinder sa sécurité. La toute première étape, et de loin la plus importante, c'est de cloisonner sa vie numérique. Il faut créer au moins 3 adresses e-mail distinctes. Un email public, celui qu'on donne partout sans crainte, newsletter, shopping, réseaux sociaux. Un deuxième email de gestion, plus sérieux pour la banque traditionnelle, les impôts, ce genre de choses. Et enfin, le plus important, un email fantôme. Celui-là est utilisé uniquement, et je dis bien uniquement, pour les comptes crypto. Cette adresse, personne ne la connaît. Elle n'est jamais communiquée. C'est un secret. Deuxième chose, il faut absolument arrêter d'utiliser l'authentification à 2 facteurs par SMS. C'est une technologie dépassée et super vulnérable à une attaque appelée SIM swapping, où un pirate arrive à voler notre numéro de téléphone. La vraie solution, c'est la clé de sécurité physique, la clé U2F, comme une YubiKey par exemple. C'est simple, sans ce petit appareil branché à l'ordinateur, personne ne peut se connecter, même si le pirate a le mot de passe.
Ça, c'est une petite astuce toute bête, mais absolument géniale que proposent de plus en plus de plateformes. On choisit un mot secret, un code perso, n'importe quoi, et à partir de ce moment-là, chaque email officiel envoyé par la plateforme contiendra ce mot. Si on reçoit un email qui est censé venir d'eux, mais que le mot n'y est pas, c'est un faux, poubelle directe. C'est un moyen infaillible de démasquer le phishing. Pour celles et ceux qui veulent passer au niveau de sécurité supérieur, il y a le PGP. Alors c'est un peu plus technique, mais pour faire simple, c'est un protocole qui va chiffrer le contenu de l'email lui-même. Donc même si quelqu'un arrive à intercepter la communication, tout ce qu'il verra, c'est une bouillie de caractères complètement illisible. C'est la protection ultime pour les communications très sensibles. Un point qu'on oublie très souvent, les métadonnées. Quand on envoie une photo de sa carte d'identité pour une vérification d'identité, ce qu'on appelle un KYC, la photo peut contenir des tas d'infos cachées. La plus dangereuse, ce sont les coordonnées GPS de l'endroit où la photo a été prise. Il est donc super important de nettoyer ces données avant d'envoyer quoi que ce soit pour ne pas révéler son adresse personnelle. Et bien sûr, tout ça commence par choisir le bon fournisseur de messagerie. Il faut se tourner vers des services spécialisés dans la sécurité comme ProtonMail ou Tutanota. Pourquoi eux ? Parce qu'ils sont basés dans des pays qui protègent vraiment la vie privée, comme la Suisse ou l'Allemagne, et ils proposent un chiffrement de bout en bout par défaut. C'est un peu la base pour quiconque possède des crypto-monnaies. Alors, c'est quoi la suite ? Est-ce qu'on est condamné à jongler avec toutes ces précautions pour toujours ? Eh bien, peut-être pas. Le futur pourrait bien nous débarrasser de ce maillon faible, de ce point central de vulnérabilité qu'est l'email classique. On voit apparaître de nouveaux protocoles, des projets comme Ethermail ou Dmail. L'idée est révolutionnaire, se connecter non plus avec un mot de passe, mais directement avec son portefeuille crypto. L'adresse email devient l'adresse publique du portefeuille et tous les messages sont chiffrés par défaut sur la blockchain. Ça pourrait être la réponse définitive à toutes les failles dont on vient de parler. Finalement, on se rend compte que la sécurité de ces actifs ne repose pas tant sur la robustesse de la blockchain que sur la rigueur de sa propre hygiène numérique. Dans cet univers, la responsabilité personnelle, c'est le prix à payer pour la liberté financière. La question n'est donc pas seulement technique, elle est bien plus profonde. Est-ce que nos habitudes numériques sont vraiment à la hauteur de cette liberté qu'on recherche ?